Bonjour à tous et à toutes, une vidéo réponse aujourd'hui dans laquelle je vais aborder différents sujets d'actualité qui sont survenus ces derniers jours, d'une manière assez succincte, plus ou moins, et selon mon regard sélectif et partial qui m'est propre. Mais voilà, je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus juste possible dans mes propos. Eh bien on y va, on perd pas de temps, je vais commencer par le premier sujet. Si je vous dis Joël Giraud, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en tout cas moi ça ne me parlait pas jusqu'à il y a 2 jours. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a 2 jours, ce monsieur, Joël Giraud, a été nommé secrétaire d'État à la ruralité. Il y a 2 jours. Donc on est au mois de juillet 2020. Et ce monsieur a été tout de suite la cible d'une polémique qui est née parce qu'il avait tenu des propos en 2013, donc il y a 7 ans, des propos publics en rapport avec les chemtrails, ces traînées chimiques que les avions laissent passer, les traînent justement dans le ciel. Tout le monde connaît les chemtrails, je ne fais pas de rappel de ce que c'est. Vous savez tout ce que c'est. Et si vous ne savez pas, une petite recherche rapide, vous allez voir, c'est pas ce qu'il manque comme info. Donc ce monsieur avait donc en 2013 fait des déclarations là-dessus. Il parlait il posait des questions. Il l'a pas fait de manière anonyme, il a posé une question écrite au gouvernement. Parce qu'à l'époque, il était député des Hautes-Alpes, et puis il était maire de sa ville qui s'appelle l'Argentière, la Bessée. Voilà, c'est ça, Bessée, je crois que ça se dit comme ça. Donc il était maire et donc il était donc député et il a posé une question par rapport à ça et je vais lire la question. Donc il dit « Des milliers de témoins peuvent dénoncer des traînées d'avions dans le ciel qui se développent d'un horizon à l'autre, s'élargissent et fusionnent jusqu'à couvrir le ciel d'un nuage artificiel. Officiellement, ces traînées sont considérées comme des traces de condensation laissées par les avions, mais certains émettent l'hypothèse qu'il s'agirait là d'épandage de produits chimiques provoquant d'ailleurs des maladies respiratoires chez les populations survolées. » La question est beaucoup plus importante, mais elle a été tronquée dans l'article que je lis sur le site France Info TV et qui est lui-même repris et qui est diffusé par l'AFP. Donc c'est toujours tout ce qui est de plus officiel. Donc voilà ce qu'il a dit en 2013. Il avait donc posé la question officiellement et on s'était foutu de sa gueule. Et ensuite Street Press, le journal, le website, le journal internet lui avait posé la question et il avait confirmé, et il lui avait demandé mais de quoi vous parlez, c'est quoi ces histoires de chemtrails, et il avait confirmé en disant c'est bizarre, ce sont des formations de nuages qui en plus quadrillent le ciel de façon régulière, ça ne peut pas être un phénomène naturel puisqu'il est répétitif. Donc il a reconfirmé en disant entre autres ceci. Et ce à quoi je rajouterais, et je valide à 100% ce qu'il vient de dire, puisque quelque chose de naturel, comme la condensation d'un avion quand il passe dans le ciel, donc ça se fait naturellement derrière lui, elle ne peut pas être faite de cette manière aussi bien ordonnée et quadrillée, et c'est presque fait de manière très propre. Donc la nature fait les choses naturelles, ça n'existe pas alignement parfait, il n'y a pas ça n'existe nulle part. Il y a toujours des petites variantes et tout, donc ça tient pas la route. Donc tout ce qu'il dit est pertinent, tout ce qu'il dit et permet d'avoir ça devrait susciter des questions, ce qu'il soulève comme remarque et comme information et comme interrogation. Et les gens, non, ils se foutent de sa gueule. Donc le gouvernement lui a répondu, d'après l'article, 5 mois plus tard, en disant ce dont vous vous doutez, les traînées blanches visibles dans le ciel après le passage des avions correspondent à une condensation de l'eau de l'atmosphère en cristaux autour des émissions normales de l'avion. Elles ne sont pas nocives pour la santé et aucun élément ne contredit à ce jour cet état de fait. Bah oui, forcément. Qui c'est qui va pouvoir aller prélever ce qui est craché par l'avion au moment à 10 000 mètres d'altitude, 6 000, 7 000 mètres d'altitude? Qui? À part ensuite ça va s'épandre et puis ça tombera on ne sait pas où, dans différentes régions, assez éloigné de là où l'avion est passé. Puis il faut suivre aussi les avions, il y en a partout. Donc comment on sait? C'est n'importe quoi, on ne peut pas le prouver, évidemment. On constate juste qu'il y a beaucoup de maladies respiratoires, etc., et puis on soupçonne beaucoup de choses. Après les faits, les preuves, on ne les a pas, évidemment. C'est pour ça que ça leur permet de passer entre les gouttes. Cette histoire de chemtrail pour ne pas justifier. Donc à partir de là, on se fout de sa gueule, et surtout, pourquoi on se fout de sa gueule? Parce que, aujourd'hui, pourquoi on en parle? Parce qu'il a été nommé. Donc secrétaire d'État. Et ça fait un scandale, ça. On en parle, on se fout de sa gueule ouvertement et on remet sur le tapis cette histoire de chemtrail qui est jamais débattue en France ou chaque fois à la dérision. Et là, c'est bien que la question se pose maintenant, pourquoi il a été nommé, ce monsieur? Pourquoi il a été nommé secrétaire d'État maintenant? Et parce que justement, il avait cette conviction, cette croyance au sujet des chemtrails. Et ça permet, quelques années après, parce qu'il savait très bien ce qu'il avait dit, c'était tout public. Tout ce que je viens de citer, c'est public. Et donc, le gouvernement, quand il a été nominé, les gens savaient très bien, ceux qui l'ont choisi, de quoi il en retournait par rapport à ses croyances.
Et là, eh ben, ça sert voilà, c'est un pion, il est utilisé, et ça permettra de se foutre de sa gueule, donc je sais pas s'il va rester longtemps secrétaire d'État, hein, il est même pas ministre, il est secrétaire d'État. Donc il va brasser de l'air, il va prendre un petit peu de sous, puis surtout je pense qu'à un moment ou à un autre, le sujet va revenir sur la table, et ça permettra encore de casser du sucre sur le dos sur tous les gens qui sont, entre guillemets, ce qu'on appelle complotistes. Parce que voilà, il y a pas de complot, hein, tout est dans nos têtes. Tout ce qu'on voit, des quadrillages parfaits dans le ciel, c'est le fruit du hasard. Évidemment, hein, le darwinisme a permis au hasard de faire tout et n'importe quoi. C'est le dieu grand créateur, le hasard. Il a tout créé, les chemtrails, les bombes atomiques, un empilement de choses les plus improbables que les autres de manière harmonieuse. C'est le hasard, hein. C'est pas autre chose, faut pas chercher plus. La dictature du hasard, de cette croyance, ce monothéisme hasardeux, il y a un dieu hasard, voilà, il faut croire en lui. Eh ben, c'est lui qui vous dictera quoi faire, quoi comprendre. Et si vous sortez de cette croyance, vous allez finir au bûcher. Parce que c'est ça, le bûcher médiatique, évidemment. Et on va vous bannir. Vous allez devenir un banlieusard de la vérité. Vous allez être mis au banc de la vérité et vous serez un infréquentable, dans le vrai sens du terme. Et intellectuellement, vous serez peut-être un peu dérangé. Donc on vous considérera un peu, de manière un peu étrange, on ne vous regardera pas vraiment comme quelqu'un de complet intellectuellement, donc votre parole vaudra plus grand chose. Donc c'est la manière de vous évacuer du problème. Et ce monsieur-là, il va servir à plein de choses, donc déjà il va ridiculiser encore une fois de plus ceux qui croient autre chose que les mensonges de la propagande et des régimes occidentaux qui sont vomis à longueur de temps pour les moujons, et les autres bestiaux à deux pattes qui peuplent les autres nations européennes et mondiales. Et aussi, surtout, il va arriver, on va l'humilier, quoi. Il va sûrement, lui ou ceux qui vont vouloir le soutenir ou quoi, on va leur mettre, ils devront faire amende honorable en disant oui, mais c'est vrai, on a dit des bêtises, on n'a aucune preuve. Ce qui est vrai, on ne peut pas le prouver, ça. On constate des choses, visuellement, dans le ciel, mais on ne peut pas prouver que c'est nocif. Il nous manque des preuves formelles, c'est tout. Mais comme plein de choses. Comme énormément de choses. Après, il y a des déductions qu'on peut faire, et puis il y a des choses qu'on constate aussi à la fin, sans preuve formelle. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de maladies respiratoires, on voit que tout est pollué, on voit ça, on voit qu'il y a un réchauffement climatique. Alors, entre parenthèses, je ne crois pas du tout au réchauffement climatique tel qu'il nous l'est présenté. Il y a un réchauffement, mais il n'est pas dû à toutes les versions officielles, notre pollution, surconsommation de produits qui font fondre la glace, etc., monter la température, etc. Et encore moins l'histoire de la couche d'ozone qui ne nous protège plus des UV, enfin du soleil, machin, etc. Tout ce baratin-là, c'est du vent. C'est vraiment du vent. Ils n'ont aucune preuve, c'est du vent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Ils pourront jamais le prouver, personne ne pourra le prouver. Donc ils parlent. Donc c'est des théories. Et sur les théories, chacun voit midi à sa porte. Ou à Darwin devant chez lui au zoo. Moi, je vois ni Darwin ni rien du tout. Selon mon point de vue, encore une fois, c'est du vent. Ils brassent de l'air et ils nous en fument avec une théorie comme à chaque fois. Et donc les chemtrails ou le réchauffement climatique, parce qu'ils affirment, certains, dans l'histoire des chemtrails, que ce serait ça qui ferait un réchauffement climatique. Alors, c'est possible que ça puisse jouer là-dessus, c'est fort possible, mais on n'a aucune preuve, donc c'est juste des suppositions. Mais moi, le réchauffement climatique, je sais que c'est pas quelque chose de naturel, voilà. On sait qu'il est provoqué. Est-ce que c'est des chemtrails? Tout est possible. En tout cas, toujours est-il qu'ils vont remettre devant de la scène, ça va pouvoir leur permettre de frapper encore à bâton rompu sur nous croyant d'autres choses que leurs mensonges, et ils vont s'en donner à cœur joie, parce que là, ils ont la presse, ils vont y aller, ils vont en profiter. Donc cette nomination de ce monsieur, malheureusement, elle sert à ça. Il a une casserole, on la garde au chaud, puis le moment venu, parce qu'il va servir à un instant précis, dans une chronologie précise de propagande, on va l'utiliser. Ce monsieur, de mon point de vue, il ne sert uniquement à ça. Et il y a beaucoup de gens dans la politique, dans différentes choses, mais qui sont médiatisés, qui servent à ça. Regardez d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait, quand est-ce que ça a été su, et pourquoi ça a été débattu, ça a été mis sur la place publique qu'à un moment précis et pas avant. Un des exemples également, c'est celui de Tariq Ramadan. 25 ans qu'on savait que c'était un fornicateur fou, qu'il était l'antithèse de ce qu'il prenait, et il a fallu attendre un certain moment pour bien l'utiliser, le vider jusqu'à la dernière goutte du scandale, et mettre l'islam à toutes les sauces, la salir encore la religion islamique avec ça, avec ce personnage, etc. Et ridiculiser tout un tas de monde, et puis faire encore plus de clivage. Ça a une utilité à un instant T, et puis en plus on peut faire plusieurs épisodes là-dessus, hein. C'est maintenant, puis dans 2 ans, puis dans 6 ans, etc. Ça sert à plusieurs fois, et donc il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs saisons, et là ça en est une, à un autre niveau évidemment, mais ça en est un, ça c'est les conspirationnistes, voilà. Et il y a une loi d'ailleurs qui va nous punir prochainement, ça sert à ça entre autres.
à alimenter la machine et dire voilà, vous voyez, ça existe. Même au sein des gouvernements, il y a des gens comme ça. Le mal est partout, il va falloir trouver un vaccin contre le complotisme. Dans la série, on se fout de notre gueule et on nous respecte absolument pas et on continue à pas nous respecter. Aujourd'hui, on a notre cher Gérald Darmanin, le petit Sarkozy physiquement, très proche de Sarkozy, à se demander si c'est pas son fils. Mais aussi méprisable que lui dans son attitude et dans ce qu'il dit. Là, aujourd'hui, mardi, donc il y a 2 jours, mardi 28 février, n'importe quoi, mardi 28 juillet, donc là, il y a 2 jours, mardi 28 juillet, il a déclaré devant, c'était dans les commissions des lois à l'Assemblée nationale, il parlait sur les violences policières, et il a parlé, et ça, c'est un manque de respect total, il a dit que quand j'entends violence policière, je m'étouffe, en parlant il y avait un débat là-dessus. Il a dit, je répète, il a dit, quand j'entends violence policière, je m'étouffe. Quand on dit ce genre de choses, et quand on a à l'esprit l'histoire de Cédric Chouviat, qui est mort étouffé justement par un policier qui lui a fait une espèce avec son genou sur la nuque, il l'a tué, il est mort, et qui disait, après les vidéos qui ont été publiées il n'y a pas très longtemps, ou avec son téléphone qui avait enregistré, on l'entendait dire, pendant qu'il se faisait donc tuer, et pendant qu'il mourait, il a répété « j'étouffe » à 7 reprises, pendant qu'il était en train de mourir. Et cette vidéo a été diffusée il n'y a pas très longtemps, 10-15 jours je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il y a 2 jours, M. Darmanin, il a parlé pendant son audition à l'Assemblée nationale, sur la commission des lois, il a parlé, et je répète encore une fois, quand j'entends violence policière, je m'étouffe. La question, elle est très simple. C'est pas une question, c'est un constat. Il n'a pas dit ça involontairement, c'est choisi. C'est pour envoyer un message clair et net. Et il a surtout choqué la famille de Cédric Chouviat. Alors ensuite, tout le monde peut dire ce qu'il pense sur cette histoire. Moi, clairement, quand on tue quelqu'un, il y a un problème. Pour un PV, pour un excès de vitesse ou je ne sais quoi, le mec, il se retrouve mort, décédé, et ils sont 4 ou 5 sur lui. Le mec, il est pas très grand. Paix à son âme, je veux dire, c'est quoi ces gens? Ils l'ont tué pour un PV. Mais bref... Et ils l'ont tué d'une manière la plus dégueulasse qui soit. C'est-à-dire, ils sont écrasés, comme si c'était un grand criminel. Ils l'ont étouffé. Et rien de pire, je crois, que de mourir de manière étouffée. Et là, ses parents, ils sont choqués. Voilà. Ils sont choqués parce que le ministre de l'Intérieur, celui qui représente la justice dans ce pays et la sécurité dans ce pays, n'est-ce pas, qui est quand même soupçonné de 2 viols. À l'heure actuelle, il est soupçonné. La présomption d'innocence, on est d'accord. Mais il est quand même soupçonné de 2 viols. Il a quand même reconnu qu'il joue et qu'il proposait des prestations sexuelles contre des avantages par rapport dû à sa situation à l'époque de ministre ou de député, je ne sais plus. Il avait la possibilité d'arranger des choses contre des rapports sexuels. Et ça, il l'a reconnu. Et il est aussi accusé de 2 viols. Donc il est présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire, mais donc il est soupçonné quand même de ça. Et il est ministre donc de l'Intérieur, et surtout, il tient ce genre de propos comme si de rien n'était, comme si la vie d'un homme qui a fait scandale, sa mort, et qui a été remis sur le devant de la scène il n'y a pas très longtemps en diffusant ses dernières paroles, où il disait « je m'étouffe » à 7 reprises, ce monsieur Darmanin se permet de dire à la face du monde et à cette famille en particulier, quand il entend violence policière, il s'étouffe. Là, pour moi, c'est un déni total de respect, total. Il regarde les gens. Et en gros, je vais être un peu vulgaire, il regarde et dit « je vous pisse à l'arrêt tous autant que vous êtes, je vous pisse au visage, vous êtes rien d'autre que des gens sur qui on peut marcher, on peut déféquer, je ne vous respecte pas ». Là, ça veut dire ça, et ça veut dire répression policière, il n'y a pas de violence policière à ses yeux, donc sa mort à lui et à d'autres qui ont subi des violences policières, que ça lui plaise ou pas, c'est des violences policières, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la fin, c'est pas une claque ou un œil bernard ou une côte cassée qui se passe, c'est le mec, il est mort, la personne est morte. Elle a rendu l'âme, il est fini, sa vie s'est arrêtée là. Donc pour arriver à tuer quelqu'un, pour une infraction à le code de la route ou je ne sais quelle autre connerie, contrôle d'identité ou je ne sais quoi, on tue quelqu'un, c'est pas un braquage avec une arme à feu là qui se passe, c'est des trucs de la vie de tous les jours, n'importe qui peut se faire arrêter. Et on finit mort, étouffé, magnifique. Si ça c'est pas des violences policières, je ne sais pas ce que c'est. Mais monsieur Darmanin se permet de cracher au visage des gens, aux familles des victimes en disant... il s'étouffe quand il entend violence policière. J'aimerais bien qu'un jour, il subisse ce qu'il a subi et voir s'il va s'étouffer. Là, il pourra dire « je m'étouffe ». Mais il ne pourra pas le dire, il aura plus de souffle. Et il aura rendu son âme déjà depuis longtemps, puisque monsieur, il s'étouffe déjà juste quand il entend un mot. Alors s'il subit un écrasement de la cage thoracique avec un genou et un poids complet d'un mec qui fait 80 kg sur son petit corps de gringalet à la Sarkozy, on va rigoler. On va bien se prendre la gueule, je lui souhaite, c'est tout le mal que je lui souhaite, qu'il s'étouffe justement, mais avec des vraies violences policières, pas qu'il entende, et il verra peut-être ce que ça fait vraiment.
de souffrir et de cracher au visage des familles des victimes. Donc en gros le message qu'on nous donne, et moi je le supporte plus ce message-là parce qu'il est vraiment, il est plus caché, c'est qu'on est devenu dans une dictature en France où on va nous écraser, nous tuer, et vous ne pourrez rien faire. À vous de faire attention de ne pas tomber sur le coup de policiers comme ça, qui sont un peu chauds, qui ont une carte de membres du club, on peut savater tout le monde sans conséquence. Il y a des gens dans ce pays qui peuvent faire ça, oui, effectivement. Pas tous, hein. La plupart des flics sont intègres, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème, ça c'est pas le débat. Mais il y a des gens dans ce pays qui serviront à savater des gens, à faire ce qu'on appelle des bavures, c'est-à-dire à montrer les limites en disant tu veux transgresser les lois, ou du moins tu veux t'opposer à nos lois liberticides, tu vas en payer le prix. Et ça, c'est des avertissements, c'est fait comme ça. C'est comme la mafia. Quand il y a un mec qui veut pas payer le tout de table pour avoir sa protection, bon, on brûle son restaurant. Puis le reste du temps, les gens, ils ferment leur bouche et ils payent, ils allongent l'argent. Ben là, c'est un peu pareil. Sauf que là, au lieu d'avoir des lois qui nous protègent, on a des lois qui nous écrasent, qui nous volent, etc. Et si on s'oppose à ça, de temps en temps, il y en a un qui va se faire dégommer la gueule. Voilà. Et comme ça, et on dira, ouais, et puis ils seront amnistiés, les gars, hein, parce ils servent à ça, c'est leurs agents, en fait. Alors, les gens ne le savent pas forcément, mais comme on leur dit, voilà, vous pouvez faire ça, 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 et on les équipe de sorte à ce qu'ils puissent arriver à faire des choses très, très dangereuses, avec des flashballs, des tasers et d'autres techniques aussi, on les forme à maîtriser des gens avec des moyens très dangereux au niveau... justement, comment on appelle ça, les manipulations au niveau des immobilisations, pardon, je cherchais le mot, pour les immobiliser avec des techniques, mettre un genou sur le cou de quelqu'un et l'écraser et s'asseoir sur son thorax, je veux dire, à quel moment c'est une façon de maîtriser quelqu'un, mais c'est surtout de se mettre sa vie en jeu, n'importe qui. Vous l'empêchez de respirer, il fait quoi? Au bout d'un moment, il est asphyxié, même quelqu'un en bonne santé, même quelqu'un de costaud, etc. Vous mettez 3 sur lui, il fait quoi? Il crève, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est des méthodes de criminels. Il y a d'autres façons de maîtriser quelqu'un. Il y a vraiment d'autres façons. Peu importe la situation. Mais en plus, dans une situation basique de vie de tous les jours, à 5, même si le gars il veut vous frapper, vous êtes 5, il n'est pas armé. Vous n'arrivez pas à le maîtriser à 5. Les gens qui sont entraînés, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Et là, on a un message clair, net et précis. La dictature, elle est là. Et on vous le dit. Alors, on va pas vous dire c'est une dictature. On vous envoie ce genre de phrases. Et voilà, et ce qui fait le mal au cœur, c'est que sa famille, elle entend ça, elle voit ça, elle subit ça. Donc voilà, ils n'ont aucun respect pour les gens, aucun respect pour l'âme humaine, aucun respect pour l'humain tout court. On est dirigé par des psychopathes et ils se couvrent entre eux, ils sortent tous le parapluie pour se couvrir. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, ils n'auront jamais tort. C'est vous qui avez tort. Vous êtes mort, vous avez tort d'avoir mis votre cou sous le genou du policier qui vous a verbalisé et qui vous a insulté, vous manquez de respect parce que vous avez eu une infraction de 5 km/h avec vous êtes fait flasher sur le périph', probablement d'autres choses encore. Mais ce genre de choses, vous risquez votre peau pour ça, il faut le savoir. Et en France, aujourd'hui, maintenant, c'est ouvertement admis. À vous d'ouvrir les yeux et de le voir, simplement. Ce qui est bien en France, c'est qu'on a l'impression d'être dans un pays où la justice est pratiquée et est vraiment visible par tous. On vit dans un monde juste, dans un pays juste. C'est l'impression qu'on a quand on lit la presse. Par exemple, aujourd'hui, il y a une info qui est sortie par rapport en Tunisie où 2 hommes ont été condamnés à 1 an de prison pour homosexualité. Alors une balance comme ça, c'est une info qui donne. Je ne sais pas si tous les gens qui sont condamnés dans tous les pays pour ce genre de choses ou pour d'autres choses, hein, pour avoir mangé pendant le ramadan ou pour avoir frappé un enfant dans un autre pays ou pour n'importe quoi d'autre, la liste est illimitée. Je ne sais pas si tous les pays reprennent des informations aussi absurdes comme une info importante et qui mérite d'être partagée auprès de ses concitoyens. Donc là en France on a ça, c'est France Info qui diffuse ça, donc par l'AFP hein, évidemment. Donc c'est une info, donc 2 hommes ont été condamnés à 1 an de prison pour homosexualité en Tunisie. Alors pour info, il faut le savoir, je vais d'abord lire l'article et vous allez rigoler. La Tunisie poursuit la répression contre la communauté LGBT+. 2 jeunes hommes poursuivis pour homosexualité ont été condamnés en appel à 1 an de prison ferme par un tribunal tunisien qui a estimé que leur refus du test anal, un examen controversé, était un élément à charge, ont indiqué des ONG mercredi 29 juillet. Les 2 hommes, âgés de 26 ans, étaient soupçonnés d'avoir eu des rapports homosexuels, un acte passible de 3 ans de prison, selon le code pénal tunisien hérité de la colonisation. Je m'arrête ici, point. Là, qu'est-ce qu'on apprend ? Faut lire, hein, parce que si on s'arrête au titre, on se dit « Oh mon Dieu, les Tunisiens, et leur justice, elle condamne l'homosexualité, oh mon Dieu, pou. » Là, en fait, on a 2 infos. Déjà, l'homosexualité, c'est interdit en Tunisie, ça fait partie de leur loi. Ils ont une loi, et des lois qui interdisent certaines choses, et qui donnent des peines de prison en fonction de si on les transgresse ou pas. Donc, l'homosexualité est interdite, je dis pas que c'est bien, hein.
Je dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est interdit dans un pays, donc en l'occurrence la Tunisie, donc il y a des lois, donc l'homosexualité est interdite. C'est pas étonnant si on vous arrête dans ce pays-là que vous risquiez de la prison ferme si vous avez été condamné pour homosexualité. C'est ce pays-là qui est comme ça. Est-ce que les Tunisiens ont le droit d'avoir les lois qu'ils décident? Ils ont le droit ou pas? En France, on a des lois, personne ne va dire non, c'est pas bien. Elles sont comme elles sont, justes ou injustes par rapport à notre regard, mais elles sont comme elles sont. On s'y fait ou on s'y fait pas. Donc déjà, c'est le premier point. Mais surtout, cette loi, elle a été héritée de la colonisation. Colonisation faite par qui? Italiens et Français. La colonisation italienne, elle est différente de la colonisation française. La colonisation française, c'était un protectorat. Mais donc, c'est les Occidentaux, qui ont, soit les Italiens, soit les Français, qui ont imposé cette loi contre l'homosexualité que les Tunisiens ont gardée. Donc, j'aimerais bien comprendre c'est quoi qui est choquant là-dedans. À ce que, justement, France Info et l'AFP surtout, en fassent presse et la diffusent. C'est pertinent, ça? Donc, en gros, il faut que les pays, avec leurs lois, les changent et les mettent et les valident sous le regard des Occidentaux. Des lois occidentales qui sont juste donc autoriser l'homosexualité comme le font en Europe, l'Occident, la plupart des pays européens. Autoriser et surtout leur donner des droits, de se marier, etc. Allons jusque-là, c'est ça qu'ils sous-entendent. Alors que les choses soient bien claires, j'en ai absolument rien à faire des homosexuels, qu'ils se sodomisent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec leur corps, c'est leur problème, j'en ai absolument rien à foutre. Ni ça ne m'intéresse, ni ça ne m'intéresse pas, ni ça me choque, ni ça me gêne. Par contre, moi, je suis contre l'homosexualité pour ce qui me concerne. Et je n'ai pas de sympathie pour cette pratique qui, pour moi, est interdite et immorale. C'est mon point de vue, et j'ai le droit de le dire. Après, chacun est libre de ne pas accepter ce que je dis, comme moi je suis libre de ne pas accepter ce que les autres font ou disent, mais ça s'appelle la liberté tout court. Ensuite, je m'exprime sur un point de vue. Mais ce qui ne m'empêche pas de me dire, si un pays autorise ou interdit quelque chose, c'est son droit, et c'est le cas de la Tunisie. Donc comment on peut faire cet exemple, montrer ça comme si c'était quelque chose de mal, d'avoir des lois qui ne sont pas les mêmes que les vôtres, parce que c'est ça le sujet. Et surtout quand elles sont héritées de l'Occident, ces lois. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cet Occident qui vous moralise tout le temps, systématiquement, alors que lui-même est dans le fond du fond de la perversion à tous les niveaux, et il va vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est ça qui est formidable. Parfois on me fait la remarque, et on a dû vous la faire souvent, je parle pour ceux qui sont croyants, peu importe leur confession, mais à partir du moment où on est croyant, on croit au couple adamesque, donc on croit à Adam et Ève. Et le principe d'Adam et Ève veut qu'ils aient peuplé l'humanité via leur descendance. Et là, on a un petit problème. Et c'est ce petit problème qui nous est renvoyé au visage quand on parle avec des gens qui sont donc absolument pas croyants, athées ou agnostiques, ou voire toutes les tendances qu'on peut imaginer. Et ces gens-là, ils ont cet argument qu'ils pensent être décisif et qui annihile complètement notre croyance en une divinité, c'est que forcément, et c'est pas faux, techniquement c'est pas faux, forcément Adam et Ève ont fait donc des enfants, et ces enfants ont dû forcément s'accoupler entre eux pour faire ensuite d'autres enfants qui ont fait les populations de notre planète. Ce qui est clairement compréhensible, c'est-à-dire que l'humanité est issue de l'inceste. Voilà. Et là, on marche les deux pieds dans le plat. On imagine inceste, voilà, frère, sœur, et donc forcément tare génétique, etc., etc. Alors sur le principe, quand on s'arrête bêtement et froidement à ce constat-là, oui, effectivement, l'humanité s'est faite sur un inceste, sur des incestes. Parce qu'il a fallu... Ensuite, on est toujours dans l'inceste, si on regarde bien. Parce que depuis toujours, le couple, les enfants, les premiers, ont fait l'inceste. Donc forcément, on est tous issus de frères et de sœurs. Voilà, on est tous pareils. Donc, on est tous des tarés. Donc si on s'arrête bêtement, hein, on est tous des tarés et des fils et filles de parents immoraux, voilà, qui n'ont pas de limite. Là, je résume très simplement, mais en fait, on peut tourner autour du pot, mais c'est ça. Donc, bande d'enfants incestueux, bienvenue sur votre planète et bienvenue dans la découverte de vos origines, moi y compris. On est tous des enfants incestueux, on est des dégénérés, hein, on peut, comme le disait Salim à une époque, bande de dégénérés, on est toute l'humanité est dégénérée, ça doit être ça. Donc, plaisanterie mise à part, on va revenir un petit peu sur la base de ceci. Comment on explique que... Parce que la religion, qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique forcément que les enfants d'Adam et Ève se sont mis en couple et ont fait des enfants. Donc ils ont eu, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur la manière dont ça s'est, enfin du moins dans le Coran, on n'en a pas. Dans la Bible, donc dans l'Évangile ou les Évangiles du moins, et dans la Torah avec tous ces livres et autres livres, toutes les autres chroniques, etc. Je ne sais pas du tout si le sujet est abordé. Ça, si quelqu'un le sait, qui n'hésite pas à le dire ou à poster les références en bas de vidéo. Moi je vais dire ce qui est logique m'apparaît dans ce concept
d'inceste adamesque. En gros, pour faire très 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 simple, Adam et Ève ont eu des enfants. À chaque fois, ils avaient... Donc ça, je vais me baser sur certains hadiths islamiques. L'idée, c'est que chaque fois qu'Adam et Ève avaient un enfant, en fait, ils avaient une paire de jumeaux. D'ailleurs, on dit une paire de jumeaux. Donc ils avaient des jumeaux. Et ils avaient à chaque fois des jumeaux, mais asexués. Enfin, asexués, non. Ils avaient des jumeaux qui n'étaient pas du même sexe. Un garçon, une fille. Et à chaque fois, ils enfantaient. À chaque fois, c'était des jumeaux. Et à chaque fois, c'était donc un garçon et une fille. Et donc à chaque fois, il fallait ensuite les paires de jumeaux. Il y en avait je pense qu'ils devaient avoir des enfants toutes les années, ou je sais pas à quel rythme ils pouvaient avoir des enfants. Allons savoir si à l'époque ils enfantaient de la même vitesse, à la même manière que nous. C'est-à-dire que est-ce que ça a duré autant de temps? Enfin, allons savoir. On ne sait pas. En fait, les premières fois quand l'humain est arrivé sur cette planète, rien ne dit que les règles étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que je vais dire maintenant, ça va dans ce sens-là en fait. Alors encore une fois, ce que je vais dire, c'est d'après certains hadiths et surtout. Et ils n'ont pas de preuves autres que ce qu'ils disent eux-mêmes. Donc il n'y a pas de... en gros, c'est de la théorie. Mais c'est de la théorie comme, au même titre que tout ce qu'on peut imaginer sur la multiplication des humains. Parce que à partir du principe du microbe qui se transforme, etc., jusqu'à ce que ça fasse toutes les animaux, la série de mutations, et ça finisse par faire un singe qui finisse par devenir un homme, est-ce que j'ai besoin de continuer plus? Donc voilà, sur ce principe-là, il n'y a personne qui peut tirer son épingle du jeu en disant « moi j'ai la vérité », rien. Par contre, on croit à certaines choses, et donc ce que je suis en train d'expliquer, c'est la croyance qu'on peut avoir quand on est croyant justement en l'existence d'une divinité qui a tout créé, et donc qui a créé l'humanité à partir d'un couple. Et donc, les enfants qui naissaient, donc c'était à chaque fois une paire de jumeaux. On ne sait pas si ça durait, la grossesse elle durait 9 mois, 6 mois, allons savoir, on ne sait pas. Est-ce que les enfants grandissaient vite? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient matures plus tôt? On ne sait pas. C'est que des suppositions, mais on peut imaginer que s'ils vivaient longtemps, ils pouvaient avoir des enfants pendant longtemps. Et on imagine que, en tout cas dans la Bible et dans le Coran, les âges des gens à l'époque étaient de plusieurs centaines d'années. Il y a des prophètes, je crois que c'est Noé, 950 ans, quelque chose comme ça. Ils avaient tous, ils étaient beaucoup, ils avaient une grande longévité, et ils étaient en plus grands de taille. En tout cas en islam, il y a certains prophètes qui étaient grands de taille, hein. Et il y en a d'autres qui étaient, donc il y a beaucoup qui vivaient longtemps. Et après les années, les générations passant, l'âge et la longévité, la taille s'est rétrécie et la longévité également. Ça c'est pour tous les humains, enfin du moins une partie des humains. Donc voilà, je généralise, hein. C'est pas, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Je généralise parce que c'est pas le propos déjà. Et puis voilà, on a juste certaines infos, on a des bribes d'infos, donc c'est difficile d'être ferme et clair dans ce qu'on dit sur le sujet. On n'a que des grandes idées. Donc je disais que à chaque enfant, chaque fois, naissance, un garçon, une fille. Et donc en grandissant, il fallait qu'à un moment, ils aient un couple. Et il fallait forcément, vu que leurs parents étaient là au départ, tous les jumeaux qu'il y avait, on suppose que c'était tout le temps des jumeaux. Après, peut-être qu'avec le temps, c'est devenu un enfant à chaque fois. Mais tous les couples, tous les enfants qu'il y avait, c'était tous des frères et sœurs issus de mêmes parents. Et donc, il y avait peut-être 20 couples de jumeaux, donc 20 garçons, 20 filles. Voilà. Et c'était tous frères et sœurs, tous, exactement. Donc, ils se prenaient entre eux. Et on suppose, il y a une des versions qui dit que, je sais plus, hein, par contre j'ai pas la référence du hadith en tête, mais c'est que par rapport au premier crime, celui de, donc dans la Bible c'est Caïn et Abel, et dans le Coran on sait pas qui et qui, mais le frère qui a tué son autre frère, et que il l'a tué d'abord parce que il était jaloux, parce que Dieu avait accepté l'offrande de l'un et pas de l'autre, il était jaloux. Et on suppose, alors je vous dis j'ai pas la référence, mais on suppose que la raison qui a fait qu'il était jaloux de son frère et qu'il l'a tué par rapport à l'offrande que Dieu avait acceptée par rapport à son frère, c'était pour une demande en mariage d'une de ses sœurs. C'est une version qui tient ou tient pas la route, mais c'est une des raisons pour laquelle, ce serait pour cette raison qu'il l'a jalousé, qui ensuite est devenu haineux, etc. Bref, ce qu'on connaît dans le récit coranique. Et donc il a raison qu'il l'aurait poussé, c'est qu'il l'aurait, parce qu'il devait faire des dons à Dieu, et par rapport, des dons ou des promesses pour avoir certaines choses, je suppose que c'était ça, et Dieu acceptait ou pas. Et quand il acceptait, donc quand on demandait à épouser une femme, une sœur, donc Dieu l'acceptait ou pas, je pense que c'est ça. Et parfois il y en avait qui pouvaient pas le faire, ou Dieu leur refusait, donc ils pouvaient pas le faire. Parce qu'ils étaient en contact direct avec le divin, les premiers enfants, il faut juste le savoir. Les premiers enfants d'Adam et Ève, ils étaient en contact direct, il faut juste savoir pour info. Il y en a qui me diront que c'est pas le cas, qu'ils n'acceptent pas ça, mais Adam est un prophète. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Adam a parlé à Dieu, a vu Dieu. Alors à quel niveau il l'a vu, je ne sais pas, mais en tout cas il parle à Dieu, et c'est repris dans le Coran, hein, et il leur a dit des choses, il a été la première personne créée,
Et Dieu lui a enseigné toutes les choses qu'il devait savoir. Donc il a eu un enseignement, il a eu des messages, il a eu un message divin, il a eu des informations. Quand il est arrivé sur terre, il était soumis à Dieu et il avait des infos directement de Dieu à appliquer sur terre. Donc ça s'appelle un messager. Voilà, je ne peux pas dire plus. Alors il ne l'avait pas retranscrit à l'époque à l'écrit, mais il a tous les symptômes pour être messager. Donc pour moi, c'est un prophète messager. C'est vrai que quand on dit messager, il a un livre en général avec lui. Lui, il n'avait pas un livre, mais il avait un message à apporter, donc voilà, il l'a apporté et il est retranscrit dans le Coran. C'est pour ça qu'on sait qu'on peut le qualifier de prophète, parce que là, on sait qu'il a eu un enseignement, qu'il l'a ensuite, et puis Satan les a suivis tout de suite. Donc, bref, au départ, ils étaient en contact avec Dieu le divin, et voilà. Donc ça, c'est Adam qui avait un message clair et il avait une croyance ferme en Dieu, tout comme ses enfants. Ensuite, il y a eu les générations qui se sont multipliées ensuite, et le temps passant, les humains ont fini par s'égarer, forcément, la multiplication des genres, etc., a fait que le message s'est perdu. Donc, si on part sur ce principe donc d'inceste général, si Dieu accordait, comme je le disais, l'offrande que un des frères faisait, un des enfants faisait pour choisir l'épouse qu'il avait parmi ses frères et sœurs, parce que c'était ça l'idée, hein. C'était qu'il choisissait une des filles qui naissait dans la famille, et il demandait à l'épouser, et il devait faire une offrande à Dieu, et si Dieu l'acceptait, il avait le droit à l'épouser. Donc encore une fois, je me répète, c'est des hadiths, je crois qu'il y en a 2 ou 3, je ne sais plus. J'ai pas la référence, sincèrement. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, tant pis. Mais si vous la trouvez, tant mieux, surtout. Et voilà, c'était ça l'idée. Et donc, après, il n'y a aucune preuve, hein. Je répète, encore une fois, il n'y a aucune preuve. C'est mes propos, c'est mon interprétation, et voilà. Et à partir de là, il acceptait ou pas, donc il épousait ou pas. Donc, toujours est-il qu'au final, il épousait une de ses sœurs, voilà. Et le problème qui se pose là, c'est que voilà, le code génétique, si on se mélange entre frères et sœurs, il tourne en rond. Donc comment ça s'est passé dans ces cas-là? Est-ce qu'il y avait vraiment, c'était de l'inceste pur tel qu'on l'imagine ou pas? Si on s'arrête frères et sœurs, effectivement c'est de l'inceste pur. Mais si on va au-delà de ce qui se passait, c'est-à-dire au-delà de cette vision moderne des choses, si on part du principe que Dieu a tout créé au départ de manière logique pour qu'ensuite les choses roulent normalement, il y a à un départ une création et des règles qui étaient différentes de ce qui allait devenir ensuite. C'est-à-dire que l'inceste a été interdit depuis longtemps, pourquoi il aurait été autorisé dès le départ? Ou alors, c'était pas de l'inceste. Et là, il faut que j'explique pourquoi je dis ça. Qu'est-ce qui empêche, et c'est là où il faut être intelligent, puisque si on regarde l'humanité, je regarde la finalité de l'humanité, si on regarde l'humanité, il y a des ethnies différentes. Tout le monde est différent, il y a différents peuples dans le monde entier. On le voit, il y a des Noirs, des Blancs, des Verts, des Jaunes, des Asiatiques, des Européens, des Maghrébins, des Africains, des Amérindiens, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on peut imaginer, ça existe. Je parle même pas des mélanges, je parle même pas des métis, je parle des peuples en général de base. Il y en a des milliers sur cette planète, et génétiquement, avec des différences bien particulières. Ce qui fait que les gens, quand ils se mélangent, il n'y a pas de tare. Et même entre eux, dans le même groupe ethnique, il n'y a pas de tare. Il y en a toujours un petit peu, mais c'est l'exception. Après, si on fait du vrai inceste et on mélange le code génétique régulièrement avec des mariages consanguins, à la fin, effectivement, la consanguinité, les tares, etc., l'affaissement biologique des personnes se fait ressentir. Il n'y a pas photo. Donc, mais si on est parti d'un inceste général, si c'était toujours le même code génétique qui existait, le même sang qui tournait depuis le départ, l'humanité serait devenue débile, déjà elle n'existerait plus, elle se serait auto-anéantie, logiquement. Logiquement, c'est pour ça que je dis ça, parce que je vais expliquer pourquoi je dis ça. Je fais d'abord le constat, et ensuite je vais évacuer directement la logique qui dit que, on était consanguins, on avait le même code génétique, etc. Je ne sais pas si c'est le bon terme, le code génétique. Enfin, du moins, on avait les mêmes gènes, et forcément, c'est le même sang qui a tourné depuis le départ. Si c'était vraiment le cas, et c'est ça le fait de la consanguinité, c'est ça la base de la consanguinité. Si c'était ça depuis des millions d'années, on ne sait pas combien de temps, il y aurait longtemps, et je pense pas qu'on serait sur cette terre maintenant. Elle serait vide, il n'y aurait plus d'humains, on serait devenus tellement tarés qu'on se ferait caca dessus, au bout d'un moment, on serait tous devenus on aurait des gros handicaps, on n'aurait pas pu vivre, on n'aurait rien développé, on serait devenus des abrutis finis, bien plus teubés que le plus teubé qui existe aujourd'hui sur cette planète. Donc, pour faire très simple, cette logique, elle tient pas la route au départ. Ça, encore une fois, c'est quand on croit en Dieu, à l'existence du divin. Si on est athée ou autre chose, ce que je dis, encore une fois, n'a aucun sens. Donc ne me faites pas me dire ce que je n'ai pas dit. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas croyants, perdez pas votre temps à écouter. Hein. C'est plus simple. Là, je parle vraiment aux gens qui sont croyants. Et j'explique à ceux qui ne sont pas croyants pourquoi on croit à ça. Je parle encore de mon point de vue. Il y a des gens qui croient à la création d'Adam et Ève par une divinité pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément les mêmes que les miennes. Mais voilà, moi j'explique, c'est ce point de vue. Je suis en train de répondre à un élément quand même qui est très peu abordé
très peu. Alors ça doit être le cas, mais moi ça m'est jamais venu à mes oreilles. J'ai jamais eu de réponse là-dessus, ni même de gens qui en ont. J'ai jamais entendu de gens parler, moi. Jamais. J'ai juste eu des gens qui me posaient la question en espérant coincer les croyants en leur disant ah vous avez vu bande incestueux. Alors c'est mieux nos grands-pères les singes que d'avoir son père et sa mère comme frères et sœurs. Hein, bande d'incestueux. Je charrie évidemment, mais c'est ça l'idée. Donc pour faire très très simple, ce qui sous-entend que à la base, au départ, les enfants qui naissaient, et je pense que tous les couples, c'est pour ça qu'il y avait des couples de jumeaux systématiquement, et jumeaux hommes-femmes, c'est que à chaque enfant, c'était, on va dire, une ethnie différente qui naissait. C'est-à-dire qu'il y avait, je dis n'importe quoi, imaginons, ils ont fait un enfant, donc ils ont eu des jumeaux, leurs premiers enfants, un garçon, il devait être noir, comme un noir africain classique, et l'autre enfant, c'était une blonde européenne, voilà. Deuxième enfant, ils ont eu un chinois, et ils ont eu une arabe. Troisième enfant, troisième couple de jumeaux, un amérindien et un moyen-oriental, un pakistanais, fait le look indien, je veux dire, voilà, etc., etc. On multiplie comme ça à l'infini. Qui n'ont donc au niveau génétique, ils sont aux antipodes en fait. Tous les groupes ethniques, je pense qu'ils sont venus de ces enfants primordiaux. À chaque enfant, chaque fois, il y avait une ethnie différente par enfant. Comme ça, Dieu il fait ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut à partir de qui il veut. Ensuite, une fois que toutes les ethnies possibles et imaginables venues au monde par tous ces jumeaux, ils se sont mariés les uns aux autres. Alors peut-être qu'il y en avait plusieurs d'enfants qui étaient noirs ou indiens ou pakistanais ou filles ou garçons dans les différentes naissances. Et peut-être qu'à la fin ils se mettaient ensemble, mais avec tous des codes génétiques suffisamment éloignés pour pouvoir avoir des enfants et faire des descendances, on va dire entre guillemets propres, sans dégénérescence avant des milliers de générations. Je ne sais pas. C'est encore une fois des suppositions. Et c'est ce qui me paraît le plus logique. Sinon, Dieu, il a raté un truc. Alors, Dieu, il prévoit tout, pas ça. Ah, il se dit, mince, je commence par 2 enfants, puis après, bah mince, allez, c'est l'inceste général, parce que j'ai bugué. Donc encore une fois, inceste général, 20 générations que des tarés, plus personne sur cette planète. Après, c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Après, il y aura toujours matière à débat, et on n'aura jamais le fin de mot de l'histoire, parce que c'est juste des suppositions par rapport à des observations, voilà, et aussi la base c'est la croyance, donc, mais elle s'explique comme ça. Pour moi cette théorie-là, elle tient la route beaucoup plus que n'importe quelle autre théorie évolutionniste ou concordiste, concours de circonstances, coup de chance, tout est fait par hasard. Le hasard n'a pas de place là-dedans. Il y a toujours un esprit créateur, et l'esprit créateur, quand il fait quelque chose, il réfléchit sur du long terme. Et si c'est l'esprit créateur des esprits créateurs, c'est-à-dire le créateur, le premier dans le sens du terme, il va forcément anticiper du début à la fin les choses. Et là, s'il n'a pas fait ça, alors il y a un problème. Et ça ne peut pas être imaginable pour quelqu'un qui croit à une divinité qui a tout créé, qui sait tout sur tout, qui est omniscient, omnipotent, et qui ne peut pas faire d'erreur. Sans quoi on n'est pas croyant. Donc après, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais juste pour répondre à nos chers amis, les adorateurs ceux qui aiment confondre les croyants avec ce piège tendu qu'ils supposent être un piège, d'où viennent toute l'humanité si ce n'est dans l'adultère, pas l'adultère. Si ce n'est dans l'inceste, une des réponses c'est celle-ci. Voilà. Après, ils peuvent amener leurs infos s'ils pensent que c'est toute autre chose, mais si c'est pour parler de la théorie de l'évolution, c'est une théorie qui tient absolument pas la route. Absolument pas la route. Clairement pas la route. Et leur théorie de l'inceste, avec consanguinité et tout, elle s'écroule en 2 secondes. Il suffit de regarder l'humanité où elle est aujourd'hui, même si c'est pas joli, mais il n'y a pas de dégénérescence générale, et on n'existerait plus sur Terre si vraiment on était soumis au même... à une descendance incestueuse, tout simplement, avec le même sang qui tourne, etc. Il y a un coup de maître qui a été réalisé avec cette crise du Covid, qui est relativement bien passé d'ailleurs, et facilement, beaucoup plus facilement que ce qu'ils auraient pu espérer en le faisant d'une autre manière. C'est le fracassage du seul moment religieux le plus important pour les musulmans une fois par an, l'un des éléments les plus importants, le pèlerinage de la Mecque. On a réussi là, avec cette histoire de circulation factice du virus, et de ce virus tout court qui est factice, on a réussi à faire ce que n'importe qui n'aurait pas pu faire avec la meilleure volonté du monde sans créer une guerre. C'est-à-dire qu'on a réussi à fracasser le pèlerinage et de manière naturelle. Les gens n'ont pas pu faire autrement parce que comme on a validé ce mensonge du Covid, de sa circulation, de sa virulence, et que s'il se transmettait facilement, fatalement et logiquement, le pèlerinage, ou tous les lieux de pèlerinage d'ailleurs, quelle que soit la religion, la confession, étaient des risques de ce qu'ils aiment beaucoup appeler un risque de cluster, un foyer infectieux. Et ces bandes de blaireaux, ils sont même pas foutus de parler français correctement.
Ils nous emmerdent avec des termes, excusez-moi de parler comme ça, des termes anglophones. Et ils sont toute la journée à parler, à pleurnicher quand ça va pas, quand on utilise des mots anglais, mais eux-mêmes l'utilisent sans arrêt. Donc ces vendus raclures soumises à tout ce qu'on veut et aux pires crapules de cette planète, ils ont réussi, donc avec leur peur et leur caisse de résonance mondiale, de faire croire donc que ce virus circule toujours, circule de manière virulente et risque de tuer n'importe qui, n'importe quand, très rapidement. Et donc on a réussi naturellement à ce que les lieux de regroupement de population soient fermés ou du moins réduits. Et c'est ce qui se passe partout. Les stades de foot, vous les avez vus, sont vides. On autorise 5000 personnes en France. Dans les autres pays, j'ai même pas vu combien il y en avait. On a eu quelques manifestations bidons au Puy du Fou, ils étaient 15 ou 20 000, je ne sais plus. Puis il y a d'autres endroits où des fois il y a des gens qui se réunissent. À Nice, il y a eu un concert il y a quelques temps, là. Je sais pas, il y avait peut-être 20 000 personnes, côte à côte, pas de problème. Et voilà, bref, on a des trucs comme ça, mais ce qu'il faut noter, c'est que voilà, les lieux de culte, les lieux de rassemblement de population en plein air, hein, j'entends, hein, je parle même pas de lieux clos, parce que la Mecque, le pèlerinage, il est en plein air. Il se passe exclusivement en plein air. Après, il y a des endroits où c'est plus ou moins couvert, mais le pèlerinage de la Mecque, les prières et les circonambulations, enfin les tours autour de la Kaaba, et puis ensuite tout le pèlerinage, quand ils vont lapider la stèle de Satan et qu'ils vont camper à Mina, etc., ou quand ils vont à Médine, tous ces trajets-là, tout ça, c'est en extérieur, c'est pas confiné dans une chambre d'hôtel, ou ils sont pas dans une salle de concert, tout simplement. C'est les lieux extérieurs. Et quand même, parce que la promiscuité qu'il y a dans ces lieux, ça, soi-disant, sous-entendrait que le virus pourrait repartir. Sachant qu'évidemment, le pèlerinage de la Mecque, c'est 2,5 millions, 3 millions de personnes chaque année du monde entier. Et c'est la source première qui, soi-disant, justifie le fait de ne pas faire le pèlerinage tel qu'il se faisait d'habitude. C'est-à-dire en nombre. On a réduit, on est arrivé, on a fait une espèce de tri, on a fait une loterie, je crois. Ils ont tiré au sort le nombre de personnes. Alors il y en aura entre 1000 et il y en a puisque c'est actuellement, entre 1000 et 10 000 personnes qui ont été tirées au sort par les autorités saoudiennes pour faire le pèlerinage. Sachant que tous ces gens-là, ils sont déjà sur le territoire saoudien puisqu'ils vivent là-bas, c'est des étrangers qui vivent là-bas. Donc de confession musulmane, ils ont été tirés au sort, et tout est pris en charge par le gouvernement, hein. Ils ne paieront rien du tout, les billets d'avion, les trains ou les transports du moins, la nourriture, l'hôtel, etc. Tout ça est pris en charge par les autorités saoudiennes. Parce que c'est un petit nombre et qu'ils peuvent le faire, évidemment. C'est pas comme s'ils allaient faire venir un Maghrébin ou un Français ou un Chinois ou un Malais avec un pèlerinage à $5,000, à 5 000 €, 6 000 € en moyenne. Je parle pour tous ces pays réunis, 7 000 des fois, ça monte. Non, là, histoire de, comme ils sont que 2000, ils sont que 2 ou 3 000 ou 5 000, on va dire, ça va, l'Arabie Saoudite peut faire ce geste. Donc cette histoire de Covid a permis de, voilà, on passe à un pèlerinage à 10 000 personnes, soyons fous, c'est du foutage de gueule. On est obligé de l'accepter, c'est ça le truc, c'est qu'on peut pas dire autre chose, parce que ce mensonge magnifique, puisque tout le monde vit dans ce mensonge, on vit dans un monde mensonger où les gens savent que c'est faux, ou même s'ils savent pas, ils se doutent bien qu'il y a quelque chose de pas normal là-dedans, et ils se questionnent pas plus que ça, ils l'acceptent. Donc on accepte le mensonge comme des nigauds que nous sommes, comme des bêtes bonnes à être amenées à l'abattoir. On accepte ces mensonges-là et personne n'y trouve à redire, et en attendant, la plus grosse des conséquences, c'est qu'on interdit un pèlerinage. Et ce qui est encore le plus fou, c'est qu'avant même de ce pèlerinage, qui pour moi n'en est plus un en fait, même si rituellement les gens qui le font, sincèrement Dieu peut-être leur validera, j'espère pour eux, je l'espère, il n'y a aucune raison qu'ils ne le valident pas, simplement techniquement il ne vaut plus rien, il ne vaut plus rien, techniquement. Après, seul Dieu sait ce qu'il fera avec ce pèlerinage. Et comme je le dis, à mon avis, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas validé, c'est les intentions qui comptent, etc. En islam, c'est le principe premier. Mais toujours est-il que pour moi, ils ont réussi à fracasser le rite principal de l'islam, le pèlerinage. Et en parallèle à ça, depuis la réouverture des mosquées, en France, et je pense, et au Maghreb, c'est pareil, hein. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas en France, les prières, quand vous allez dans une mosquée, pour y être allé depuis la réouverture du Covid, c'est pas compliqué. Il y a une personne, un espace, une autre personne, un espace, une autre personne. Voilà. Il n'y a personne qui se touche. Sachant que les prières musulmanes, contrairement aux prières catholiques ou aux prières juives, je ne sais pas s'ils sont obligés de se toucher. Mais en islam, on se range côte à côte, épaule contre épaule, et on laisse très peu d'espace entre nous. Il y a une manière de se positionner pour éviter. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un principe où notre prière doit être faite comme ça. On ne laisse pas d'espace vide. On remplit les rangs, les premiers, les deuxièmes, on remplit, on se colle et on serre les épaules. Là, avec ça, il n'y a plus ça, il n'y a plus du tout ça.
c'est la fiesta. Et parce qu'encore une fois, raison sanitaire, voilà. Donc c'est magnifique. Le premier, ça colle parfaitement au principe de fracasser l'islam dans sa pratique. Dans la prière en commun, ils ont réussi à la fracasser avec cette règle sanitaire. Et c'est bien emmené, c'est vraiment bien emmené. Et les musulmans, je n'ai pas entendu beaucoup de monde alors peut-être qu'il y en a qui en parlaient, j'ai pas trop entendu parler de ça. De gens qui soient choqués. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'y suis allé ensuite, au début, j'ai entendu qu'il fallait garder les séparations, et ensuite, quand je l'ai vu, ça m'a choqué. Voilà. Et pour moi, j'arrive pas à comprendre comment on ne réagit pas plus que ça. Et là, on va me dire, c'est crise sanitaire, machin, etc. Bon, bref, mes excuses. En tout cas, cette fabrication, elle a une des raisons qui existent et une des utilités qu'elle a, c'est de fracasser les musulmans dans leur culte. Il arrive parfois qu'on ne soit pas d'accord sur des sujets avec des gens, c'est normal, c'est le principe de la vie, on discute, on débat, puis on est plus ou moins en phase sur certains points, puis on a des désaccords. Ça fait partie des discussions de la vie en général, et sur la vie, dans la vie comme sur le net, sur Internet. Et quand on donne son avis, qu'on fait des vidéos, qu'on écrit des articles, etc., c'est un peu la même chose qui arrive, mais cette fois-ci c'est dans le virtuel. Et dans ce cas de figure, il arrive parfois que les gens qui sont en désaccord avec vous, ils le sont pour des bonnes raisons, mais parfois aussi, ils sont eux-mêmes une synthèse de tout ce que vous pouvez dénoncer, ou de tout ce que vous pouvez définir comme ce qu'il ne faut pas être dans la vie, c'est-à-dire une pièce étalon de la manipulation et de l'arrogance, hein, c'est-à-dire en pensant qu'ils ont toujours raison, qu'elles sont dans le vrai, dans le juste, et que vous êtes un complotiste et dans l'erreur totale. Il y a des gens comme ça, il y en a beaucoup. Et parfois, quand on fait des vidéos, on a des gens qui vous écoutent et qui répondent tout à fait à ça et qui vous le font connaître, ils vous le font savoir. Et il se trouve que récemment, j'en ai découvert un. Alors j'ai trouvé la pièce étalon, très intéressante cette personne. Alors en très peu de messages, c'est un peu affiché clairement. C'est très intéressant comme problème psychologique et tout simplement de personne, parce que elle pense qu'elle est dans le vrai et elle est vraiment sûre d'elle dans ce qu'elle dit, et c'est navrant et triste à la fois. Donc quand on voit un peu la teneur de ses propos. Donc c'est une personne qui a écrit un message suite au premier épisode que j'ai fait avec Pierre-Yves Lenoble au mois de mai, je crois, le Fake Story 1 sur la chaîne de Pierre-Yves. Cette personne a posté un message que j'ai découvert récemment, mais qui date d'il y a plus d'un mois. Donc elle disait simplement que je vais le lire et je vais l'afficher, vous allez voir. Et c'est pas la personne elle-même qui m'intéresse vraiment, hein. Si j'en parle, c'est parce que c'est l'étude du cas, au fait, qui est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que ça reflète ce que sont beaucoup de nos concitoyens français et européens et occidentaux dans le sens large du terme. Donc c'est intéressant de le détailler un petit peu, cette personne, de la détailler. Donc elle écrit ça, cette personne. Elle s'appelle Emmanuel FR. Donc c'est un jeune homme, enfin un homme du moins, et il dit ceci: émission pas au niveau du reste, sous-entendu par rapport à ce que faisait Pierre-Yves Lenoble sur sa chaîne, et il dit surtout: je n'ai pas du tout aimé cet invité et son univers mental. Bon, après, qu'il trouve que c'est pas au niveau de ce que faisait Pierre-Yves Lenoble, c'est son droit. Encore qu'il n'a pas saisi le principe de l'émission, qui n'était pas une émission que pour Pierre-Yves, ni qui était exclusivement pour ma chaîne. C'était un compromis entre nos deux chaînes, nos deux univers, et c'était un débat, un croisement. Pas une confrontation, mais une rencontre voilà, de deux univers différents, avec des points de vue forcément plus ou moins différents, mais avec beaucoup de convergence, et c'est ce qu'on met en évidence, du moins dans nos différents débats. Et à commencer par le Fake Story 1, dont je parle actuellement. Et donc il explique ça. Donc il n'a pas bien compris le principe, mais encore si c'était que ça. Donc il n'a pas du tout aimé moi, l'invité. Il a le droit de ne pas m'aimer. Comme moi je n'aime pas des gens, il y a des gens que je déteste, il y a des gens qui me détestent, et chacun déteste tout le monde, ou trouve quelqu'un ou indifférent, ou n'est pas touché par son discours. Ça c'est normal, ça fait partie des choses. Mais au-delà de ça, c'est surtout, et s'il n'a pas aimé donc l'invité, surtout son univers mental. Donc là c'est là où j'ai un... parce que ça me fait rire, ça me fait sourire. Il n'a pas aimé mon univers mental. Donc chacun son avis, chacun ses goûts là-dessus, pareil encore une fois. Mais c'est le terme univers mental, parce que en gros, pour ce qu'il sous-entend, c'est pas ce qu'il sous-entend, ce qu'il dit, hein, c'est ma façon de penser, les propos que je tiens, tout simplement, dans ma façon de voir les choses dans le monde. Surtout que Fake Story 1, on parlait surtout de toutes les fausses histoires qu'on nous a racontées. Et l'épisode 1, on parlait, si je dis pas de bêtises, terre plate, dinosaures, c'était déjà des deux points principaux, puis je sais plus exactement les autres points qu'on a abordés. Peut-être qu'on parlait un peu de genèse, je sais plus... Probablement. En tout cas, Terre plate, et voilà, ça a été sûr et certain. Et les dinosaures, on a dû éradiquer ça. On a dû en parler de manière assez virulente. Enfin, virulente.
on se comprend. Mais ça a dû choquer certaines personnes qui croient encore dur comme fer, surtout aux dinosaures. Et donc bref, et puis d'autres choses encore, mais tout ça, ça lui a pas plu, visiblement, parce que moi je ramène toujours ça selon ma base, c'est-à-dire religieuse. Je parle des dinosaures, de la Terre plate d'ailleurs. C'est toujours avec un fond religieux. Forcément, ma croyance, elle est basée sur la religion. Mais apparemment, ça lui plaît pas. Il a le droit, mais ça lui plaît pas. Donc mon univers mental, faut pas du tout. Et surtout, donc, mon univers mental qui lui plaît pas, et moi en tant que tel, ça lui plaît pas, c'est ça qui rabaisse le niveau de la chaîne de Pierre-Yves. Simplement, moi, quand on me dit ça, forcément, je réponds, parce que ça me fatigue. Et ça sous-entend beaucoup de choses que je lui ai mis dans la réponse. Je lui ai dit, donc, merci du compliment, et je lui ai surtout dit, je lui ai conseillé d'aller discuter uniquement avec des gens qui ont le même univers mental que lui, parce que il ira loin mais dans la stagnation. Parce que justement, le but de ces échanges avec Pierre-Yves Lenoble, c'est, comme je le disais, d'avoir des points de vue différents, une mentalité différente, avec une vision du monde différente et de l'histoire et de tout ce qu'on voudra de différent ou pas forcément convergents, et justement de voir les convergences qu'on peut avoir et de les exprimer. Voilà. Donc on arrive avec deux univers qui ne sont pas forcément les mêmes et qui se croisent et qui débattent et qui échangent et qui se nourrissent et qui s'enrichissent de cette manière. Alors, donc mutuellement. C'est ça l'import, c'est chacun apporte un et ça fait trois. C'est le principe de tous les échanges. Ça a commencé par le savoir. Vous avez un savoir et l'autre a un autre savoir. Si on se le partage, vous aurez deux savoirs et moi deux savoirs. C'est positif dans tous les cas de figure. Sauf que ce monsieur, il n'aime pas du tout ça. Parce que ça le gêne. Donc pour moi, c'était simplement ça. Et donc je lui dis comme ça, à force de fréquenter, et je suppose que beaucoup de gens sont un peu comme ça, c'est-à-dire qu'ils veulent pas se mélanger avec d'autres états d'esprit, d'autres pensées. Ils veulent vivre dans un monde qui correspond en tout point à leur façon de voir le monde, à leur réflexion, à leur sensibilité. Donc des gens qui pensent comme eux. Donc à force de traîner, de discuter, de vivre et d'écouter des gens qui pensent comme vous, en fait vous vous tournez avec vous-même. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce que je lui ai expliqué. Je lui dis, la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est de devenir un consanguin intellectuellement. Et donc ça lui permettra de pas aller bien loin, par stagner, écouler. Et voilà. Donc je lui ai répondu ça. Je lui ai dit que s'il aime la consanguinité intellectuelle, libre à lui. En tout cas, il n'a pas compris le principe. Voilà, des débats avec des gens qui ne sont pas forcément du même bord que le nôtre. Mais ça, apparemment, sinon c'est pas un débat d'ailleurs. C'est pas une discussion. Si on se parle entre nous, autant pas faire de débat. Je veux dire, je reste sur ma chaîne, ou Pierre-Yves sur la sienne, ou d'autres gens qui, au lieu de faire des échanges, etc., avec d'autres personnes de d'autres bords, chacun reste dans son coin et personne ne se mélange avec personne, que ce soit dans le verbe ou dans le geste, comme dirait l'autre. Donc sur ce monsieur m'a répondu. Alors là, par contre, c'est ce qu'il m'a répondu. Bon, jusqu'ici, c'est des bonnes guerres, chacun son point de vue, encore que pour moi, il est au fond du trou intellectuellement. Il n'a pas encore compris qu'il faut se mélanger dans le verbe avec les gens. Bon, c'est pas grave, il a le droit. Et c'est ce qu'il me répond là. Alors, juste, je vais relire parce que c'est quand même balèze. Donc il me dit, le bouc émissaire, ce qui est amusant, c'est que nous avons sans doute des lectures communes, et il cite Guénon et Girard en l'occurrence. Girard, je crois que c'est René Girard qui a écrit Le bouc émissaire. C'est un livre, sincèrement, je ne le connais pas. Je le connais de nom, parce que forcément, quand on cherche un pseudo et on tape le bouc émissaire pour voir si c'est déjà pris, vous tombez forcément sur ce monsieur Girard, que j'ai découvert à l'occasion d'ailleurs, que je ne connais pas. Donc déjà, j'ai pas lu. Et Guénon, j'ai lu La crise du monde moderne, c'est le seul ouvrage que j'ai lu de lui, sinon je ne connais absolument rien, si ce n'est ce que j'ai entendu de différentes personnes qui connaissent l'œuvre de Guénon. Donc j'ai entendu des discussions, des débats, des choses comme ça, mais je ne connais à part La crise du monde moderne, qui est un seul ouvrage que j'ai lu il y a plusieurs années, et pour vous dire, donc je ne connais rien de Guénon, de réel. En fait, voilà, donc déjà il s'est arrêté sur mon pseudo, je ne sais pas pourquoi, en pensant que j'avais donc lu Girard, et peut-être par rapport aux propos de Girard, il doit parler de Guénon, je ne sais pas. Donc déjà tout faux. Donc les a priori, mon ami, tu les sors. Et beaucoup de gens dans cette société sont dans les a priori physiques, vestimentaires, religieuses, sociales, ce que vous voulez. Ils ont toujours des a priori. Lui, il remplit toutes les cases du beauf de base endormi du cerveau et prétentieux parce qu'il vous fait la leçon avec ce genre de remarques. Mais la suite est encore mieux puisque ensuite il me parle de consanguinité parce que je lui ai parlé donc de consanguinité intellectuelle à force de fréquenter les gens qui pensent pareil de la même manière que vous allez faire des tarés intellectuellement, dans la réflexion je parle. Donc en ce qui concerne la consanguinité, je cite, il dit, y compris intellectuelle, c'est plutôt une spécialité de l'autre côté de la Méditerranée, donc je ne me sens pas concerné. C'est magnifique. Là, il m'attaque sur quelque chose que je n'ai absolument pas abordé, il me parle de la consanguinité tout court. Donc en gros, il me sous-entend donc, de l'autre côté de la Méditerranée, donc les Maghrébins.
donc musulman. On va y aller jusqu'au bout, cher ami. La pièce étalon de la mougitude que représente ce Emmanuel FR, on va en profiter, c'est un cas d'école. Donc là, tout de suite, propos racistes, tout de suite. Cliché, propos racistes. Les consanguins, c'est forcément des maghrébins, forcément. De l'autre côté de la Méditerranée, que des maghrébins musulmans. Donc on est tous des tarés, c'est ce qu'il sous-entend, parce qu'en plus, il me dit, y compris intellectuel. Donc la première, la basique, celle qui veut qu'on ait des rapports sexuels entre frères et sœurs, cousins, tantes, donc consanguinité très proche, donc taré, fêlé complètement. Et à cause de ça, justement, c'est ce qu'il dit. Hein. Eh ben, allez chez nous, on est tous tarés intellectuellement, on ne sait pas discuter, on est tous du même bord, et en plus, on couche tous ensemble. Je vais pas aller jusqu'au bout du délire parce que je pourrais lui retourner la pareille, là exactement, et je pourrais en parler des heures et j'énerverais les gens. Et moi, c'est pas mon projet hein, de faire des conflits. Moi, je suis plutôt dans l'opposition et dans l'échange. Mais là, il part dans l'insulte. Alors, je vais juste lui poser une question. J'espère qu'il écoutera cet audio. C'est est-ce que ce genre de propos, il le tiendrait comme il le tient sur le net dans la vraie vie? Je pose juste la question pour savoir s'il aurait le courage de ces propos. Parce que s'il a le courage de dire dans la réalité à des gens dont il parle, les maghrébins, les musulmans, qui vivent de l'autre côté de la Méditerranée ou qui ont des origines de l'autre côté de la Méditerranée, est-ce qu'il pourrait leur dire ça en face? Je parle pas à un enfant de 12 ans, je parle à un mec adulte comme lui, du même gabarit, du même âge à peu près, qui pourrait ne pas bien le prendre et puis ensuite réagir physiquement. Est-ce qu'il aurait le courage de le dire? Ou est-ce qu'il l'a déjà fait? Moi, je ne réponds même pas à cette question, enfin je pose même pas la question parce que je connais la réponse. C'est les gens qui sont toujours derrière leur clavier en train de taper, c'est des courageux du net. Alors dans la vraie vie, ils sont courageux comme tout le monde, c'est-à-dire ils marchent, ils regardent leurs pieds. Ils ont la haine, et elle ressort parfois comme ça. Alors moi aussi je fais des raccourcis, hein, je tire des conclusions hâtives par rapport aux apparences de ce que je vois. Et ce qui est génial, c'est qu'il a un bouc en plus, l'animal, hein, sur son avatar de sa chaîne YouTube, donc de son pseudo YouTube, donc c'est génial, on est en raccord. Donc tu vis dans une étable en fait, voilà, si on va jusqu'au bout. En tout cas, actuellement, tu es proche du moujon qui vit dans une étable et qui broute toute la journée et qui chie là où il broute, c'est génial, il chie dans son assiette, c'est fort, hein. Parce que c'est ce qu'ils font les animaux moutons, ils mangent dans leur assiette et ils chient dedans, voilà, et puis ils chient dedans, donc on n'est pas loin, hein. On est vraiment bas niveau du bas niveau, si on va jusqu'au bout. Hein. Donc ce cher jeune homme, ou moins jeune homme d'ailleurs, je ne sais pas quel âge il peut avoir, donc je lui conseille de tenir les mêmes propos, sinon c'est dans la vraie vie qu'il le fait sur le net, caché derrière un clavier, parce que c'est intéressant quand même d'aller jusqu'au bout de ce qu'on est. Si on ose dire ça, si on ose l'écrire, on doit le tenir dans la vie, les propos qu'on tient. Donc il ne se sent pas concerné, donc voilà. Ensuite il dit, par ailleurs, en tant qu'autochtone, enfin il marque tant qu'autochtone, il a oublié le E-N, en tant qu'autochtone, j'en ai le ras-le-bol des gens, et vous êtes loin d'être le pire, merci c'est gentil Emmanuel, qui viennent vivre en Occident pour déverser sans vergogne leur univers mental sunnito-complotiste dont je n'ai rien à foutre. Donc merci, c'est gentil de m'avoir dit que vous en aviez ras-le-bol, mais j'étais pas celui qui vous énervait le plus. Mais si on va jusqu'au bout de la phrase, on continue, j'en ai ras-le-bol des gens qui viennent vivre en Occident pour déverser sans vergogne. Je m'arrête là. Vivre en Occident, je suis venu de nulle part, cher ami. Et je suis pas le seul, on est des centaines de milliers à être venus de nulle part. On est né en France, on est donc de nationalité française, et on n'est pas, comme vous dites, des Français de papier, des Français de branche, comme la crapule d'Alain Soral a pu le vomir. Les Français de branche, les Français de souche, les Français de machin, je sais pas quoi, les Français de papier. Non, moi et beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration, et en particulier algérienne, ce qui est mon cas, on est né en France, de parents nés dans les départements français. Mes parents sont nés en France. À l'époque, l'Algérie était française. Ils n'ont pas immigré. Et ils sont venus en France dans les années 50. Je ne sais même pas si toi et toute ta tribu, monsieur Emmanuel, étiez nés à cette époque-là. Mais mon père et mon grand-père ont travaillé dans ce pays, bien avant que la plupart de tous les racistes qui votent dans ce pays n'aient vu le jour. Et ils n'étaient pas en train de tendre la main, et par contre ils avaient une pioche et ils creusaient, ou ils ramassaient des fruits et des légumes quand ils n'étaient pas en train de creuser des trous. Ils n'étaient pas venus pour voler, ils étaient venus pour bosser, c'est pas la même chose. Et nous, enfants qui sommes nés de ces parents-là, nous sommes venus de nulle part, nous sommes nés ici. Donc ça c'est une chose très importante. Donc ensuite, on est venu vivre en Occident, mais par contre, et on va aller jusqu'au bout, je vais le rappeler, j'avais écrit un article là-dessus, il faut juste pas oublier, puisqu'en France on demande toujours d'être patriote parce qu'on a un nom de consonance maghrébine, etc., ou musulmane ou ailleurs, il faut toujours justifier ses origines, si on est bien intégré, etc., si on mérite d'être français, et ça se mérite d'être français. Alors je vais expliquer juste un truc, et après j'en parlerai plus jamais de ça. C'est peu importe ce que les gens diront de les maghrébins et tout, et je suis pas le seul dans ce cas. Moi, dans ma famille proche, direct, et je parle que d'un seul parent, je vais même pas parler des autres,
j'ai 20 ascendants décédés dans ce pays lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. 20. J'en ai décédés, je parle même pas des blessés, qui sont morts pour un pays qui les colonisait, qui ne leur a rien demandé, qui ne leur a rien donné, qui les a laissés, les a envoyés au front se faire tuer. D'accord? Première, Deuxième Guerre mondiale, et j'en ai d'autres qui sont partis en Indochine, d'accord? Qui ont fait la guerre, et qui sont revenus pour certains avec des blessures. Et je parle, et là, si je parle des blessés et tous ceux qui ont combattu, qui n'ont rien eu, qui ont combattu, on arrive à plusieurs centaines. Ma famille, entre mes parents, mes grands-parents, directement. Tout cela, on est au moins une centaine. Donc par le prix du sang versé. Juste pour ça, j'ai aucun compte à donner à personne. Je suis plus légitime que la plupart des gens qui sont dans ce pays, aussi français de souche soient-ils. Est-ce qu'ils comprennent bien cela? Donc historiquement, comportementalement, je n'ai rien à demander. Je suis autant valable que n'importe quel autre français de souche ou pas de souche. Que ce soit bien clair. Je n'ai aucun casier judiciaire, je n'ai commis aucune infraction, je paye, je travaille. Je suis un Français, comme vous le dites, irréprochable, un bon Français, mais qui sent le couscous. C'est ça qui vous gêne. C'est tout. Hein. Mais sinon, ça vous gêne pas le reste du temps de... Ça, à vous, Emmanuel, et à tous ces gens du même acabit mentalement, en particulier, je pense à tous les Hervé Ryssen et toutes les autres crapules mentalement du même genre, là, qui sont persuadés que dès qu'on est maghrébin ou d'origine, on est forcément un immigré parasite, on n'a pas d'histoire à expier, on n'a rien. Souvent, et on n'est pas dans la pleurniche, absolument pas. Mais c'est des gens comme vous qui nous obligez à nous justifier systématiquement. Donc je profite de cet énergumène, je sais même pas ce qu'il faut sur le net, retourner. Par contre, ce que j'ai bien aimé, et je vais continuer sur la fin de sa phrase, pour aller jusqu'au bout, parce que ça reflète vraiment la mentalité anesthésiée qu'il a, ce gars. Cette personne, la pièce est à long, c'est un moujon, voilà. Monsieur Dumoujon Emmanuel, on va t'appeler comme ça. Tu vas être le nouveau présentateur du journal du bureau de la bergerie, c'est toi qui vas recevoir les appels. On va t'appeler Monsieur Emmanuel Dumoujon. Et ben par ailleurs, ce que j'aime bien, ce qui marque justement, c'est, il dit donc, voilà... Il dit qu'il supporte plus, parce qu'il est un Français de souche, des gens comme moi qui viennent vivre en Occident, donc pour déverser sans vergogne leur univers mental sunnito-complotiste, et dont il n'en a rien à foutre. Alors qu'il en ait rien à foutre, il a le droit, rien ne l'empêche, et là on voit qu'il est limité intellectuellement, ou qu'il a très peu, sa carte génétique elle doit être périmée à force de que c'est le même sang qui tourne tout le temps, donc il y a les facultés intellectuelles, elles ont été limitées. Il n'y a rien qui vous interdit, cher Emmanuel, de ne pas aller voir les gens qui peuvent éventuellement avoir des idées complotistes, sunnito-complotistes. Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que ça passe à la télé? Non. À la radio? Non. Il n'y a que sur le net. Un clic, c'est vous qui décidez d'aller voir des vidéos, c'est personne qui vous les impose. Et si jamais on vous les met en suggestion, quelqu'un vous a dit clique, est-ce qu'on vous taxe là-dessus? Est-ce que vous payez la redevance télévisuelle sur les chaînes YouTube des gens qui sont complotistes, sionistes, baboulachos, ce que vous voulez? Non, c'est vous qui cliquez. Donc, à moins d'être complètement stupide et de cliquer sur quelque chose qui vous énerve, mais il n'y a rien qui vous oblige à le faire. Donc passez votre chemin. Hein, je sais pas, c'est quoi, c'est du sadomasochisme, je ne sais pas. Il y en a plein des comme ça. Ils font les choses qu'ils aiment pas, après on m'embête, j'aime pas faire ça. Bah fais-le pas, c'est tout. Si t'es trop idiot, si vous êtes trop stupide pour avoir ça, de ne pas voir ça, alors il ne reste plus qu'à vous prendre, c'est tout. C'est un bon conseil que je vous donne, ça évitera que vous vous reproduisiez. Au niveau de l'intellect, ça va faire remonter le QI mondial. En Occident, ils en ont besoin, et pareil, qui sont déjà à 120, 150 en moyenne, donc ça fera pas de mal. Hein, parce qu'il ne faut pas faire tomber la moyenne. Hein, c'est mieux. Donc, continuons là-dessus. Donc, forcément, un univers mental, c'est ça, il aime bien les univers mentaux, lui. L'univers mental sunnisto-complotiste. Donc, sunnite et complotiste. Il les raccole. Quasiment, c'est un synonyme pour le sunnite complotiste, c'est vrai. Il a raison. C'est vrai qu'il y a des complotistes musulmans. Jamais dans les autres confessions, dans les autres croyances, dans les autres mouvements. En très peu de mots, vous avez synthétisé ce qu'est un moujon. Ce qui est fort, hein. Assez impressionnant. 2 messages. Mais le deuxième, le premier, chacun fait ce qu'il veut. Encore que ça prouvait quand même la vacuité de votre intellect. Mais alors là, on est vraiment balèze. Ah, c'est bien. Vous devriez faire des fiches de synthèse de celles d'Alain Soral. Parce que lui, c'est ce qu'il fait. Hein. Il prend des ouvrages qui ne sont pas lui, il les synthétise. Et il arrive à bien les synthétiser en très peu de phrases. Bah, c'est ce que vous faites vous, mais au niveau du moujon. C'est-à-dire du moujon, le bouffon qui va mettre son masque pour faire du vélo, pour faire ses courses, pour péter dans son bain, il va mettre un masque aussi. Et puis s'il voit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mis son masque, il va faire de la délation. C'est un peu le genre comme ça. Donc là, sunnito-complotiste. Donc je sais qu'il y a majoritairement des gens qui sont complotistes dans ce pays et qui sont pour la plupart pas musulmans. J'en connais des musulmans qui sont complotistes. J'en connais plein qui ne le sont pas. Mes premiers opposants, c'était mon entourage. Et pour beaucoup, ils sont musulmans. Donc il faudrait juste se réveiller un petit peu parce que le complot, il existe partout. Mais apparemment, vous, si vous ne croyez pas au complot en général, et je pense que vous n'êtes pas un complotiste, parce que vous ne tiendrez pas ce genre de propos, vous êtes très limité intellectuellement au niveau de la réflexion déjà, et puis surtout au niveau de vos connaissances tout court du monde dans lequel vous êtes. Donc c'est ça qui est dommage, et il aurait valu mieux vous taire.
Ça aurait été beaucoup plus salutaire pour tout le monde, surtout à commencer par vous. Et c'est ça qui est triste. Donc, cher ami, quand vous, à l'avenir, sachez que vous êtes le digne représentant des Mougons et je me propose de vous aider à participer à la prochaine élection présidentielle en 2022 et afin d'obtenir vos 500 voix ou vos 500, ça vous ira très bien comme poste parce que vous êtes vraiment celui qui représentera mieux les Français, masqué, tatoué, vacciné, pucé, carotté jusqu'à l'os. On arrive finalement au piège qui nous est tendu depuis un moment, avec toutes ces histoires des tempêtes, des inondations, des choses qu'on n'arrive pas à expliquer dans le monde, et la fonte des glaces, etc. L'empreinte carbone dont on nous bassine sans arrêt, etc. Et là, avec le Covid, on a réussi à passer un cran au-dessus. Le Covid, il sert à plein de choses, hein, à faire accélérer plein de programmes qui étaient là en plus ou moins en train de traîner la patte depuis des années. Certains étaient plus ou moins avancés que d'autres. Et l'empreinte carbone, le réchauffement climatique qu'on nous rabâche sans arrêt, là il a pris un coup direct. La première chose qu'il a fait, le ministre, celui qui ne sait pas compter, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, cheveux grisonnants, il était ministre de l'Agriculture, il ne savait même pas comment calculer un hectare. J'ai oublié son nom de ville, la maire, j'ai oublié son nom. Lui, il était donc ministre de l'écologie, peut-être, je sais pas, il change tellement de trucs. Et quand on a eu le Covid, quand on a parlé d'Air France, voilà, qu'il fallait aider Air France, lui filer 7 milliards, lui emprunter, c'est-à-dire qu'elle va emprunter avec intérêt, elle va rembourser à l'État, enfin aux banques privées, parce que c'est pas l'État l'État va emprunter lui-même, donc on va emprunter à des banques privées avec taux d'intérêt élevé que Air France devra rembourser, donc que vous allez payer quand vous allez prendre un billet d'avion, enfin bref, toujours le même carottage, mais dormez les Mougons, dormez, c'est pas grave. Donc quand on a eu cette crise du Covid et qu'on a affirmé ça, Monsieur Maire, je crois qu'il s'appelle Monsieur Maire ou le Maire, quelque chose comme ça. Tellement ils sont insipides, leur nom, on les zappe. Cheveux grisonnants, le Maire. Teubé, au niveau mathématique, c'est un clochard. Il était ministre de l'économie, hein, il était ministre de l'agriculture aussi. Il a tout fait en fait. Quand on ne sait pas calculer un hectare quand on est ministre de l'économie, ça mérite une bonne flagellation en plein public et à l'effet salaire. De mon point de vue, mais tout se perd. Hein. Bref, donc ce mec-là, il a annoncé tout de suite, on va les aider Air France à se relancer, machin, etc. Mais à condition qu'ils fassent des efforts au niveau de l'écologie. Donc il y aura plein de contraintes au niveau, je sais pas moi, au niveau du carburant, au niveau des moteurs. Je ne sais pas exactement quelle sauce ils vont manger Air France et les autres compagnies, parce que c'est pas que pour Air France. Mais ils vont carotter les gens méchamment. Et là, on est en plein dedans. Grâce à quoi? À l'écologie. Donc il y a ça pour Air France. Mais il y aura plein de trucs. Même à la Mecque, là, il y a le pèlerinage de la Mecque qui parle encore. Il y avait un article minable sur le fait que, comme il y a moins de musulmans, moins de pèlerins à la Mecque, donc il y a moins de bus, moins de voitures, moins de pollution, donc c'est une bonne chose pour... j'ai halluciné quand... Il faut que je le mette le lien de la vidéo, de l'article. Un post, un message, un article du moins hallucinant qui expliquait qu'en fait c'était positif, que les musulmans n'aillent pas en nombre à la Mecque, parce que ça polluait la planète. Ah, c'est formidablement vu dans un pays formidable, dans une planète formidable. Donc pour faire un petit... je parle de ça, mais en fait, et puis je vais pas tergiverser 350 ans, mais cette escroquerie parce que c'est une escroquerie du réchauffement climatique. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut voir l'évolution sur les 20, 30, 40, 50 dernières années, pour ceux qui sont d'un certain âge. Hein. Je parle de voir de leurs yeux, eux, hein, pas des statistiques qu'on nous sort à droite à gauche. Je parle de ce que vous avez pu voir, vous, par exemple, enfant, jusqu'à maintenant. Moi, quand j'étais enfant, je me rappelle des hivers assez rigoureux, des étés chauds, mais il y avait des vrais hivers marqués, et il y avait des étés aussi... Puis il y avait des printemps, enfin c'était marqué, c'était saisonnier et c'était clair, quoi, c'était bien défini. Donc j'étais enfant de 10-12 ans, là j'en ai 44, j'arrive maintenant, les hivers ils n'existent plus. Et les étés ils sont chauds et ils sont longs. Ça n'explique pas le réchauffement climatique tel qu'il nous l'est présenté. Il faut bien comprendre une chose, le réchauffement climatique tel qu'on le voit, et le réchauffement climatique tel qu'il existe, parce qu'il y en a un qui existe, mais c'est pas le même qu'on nous présente. Et le réchauffement climatique tel qu'il existe réellement dans la nature depuis toujours, il est à exactement la même chose que l'évolution, ce qu'on appelle l'évolution des espèces. Donc la Terre, notre planète, elle a un système de climat depuis qu'elle existe. Il y a des périodes où il faisait très chaud, il y a des périodes où il faisait très froid. Ça durait des centaines, des siècles et des siècles. Il y avait des périodes de glaciation, des périodes d'intense chaleur, il y avait des fontes, etc. de glace. Il y avait des régions qui étaient brûlées par le soleil, puis ensuite c'était beaucoup de pluie. Il y a eu des périodes fraîches et des périodes moins fraîches. Ça a toujours été comme ça, c'était cyclique. Ça prenait des siècles, ça faisait comme ça.
Ça permet, mais il y avait pas d'activité comme on a maintenant au niveau technologique, au niveau pollution, je veux dire, et tous les gaz à effet de serre et toutes les cochonneries qu'on balance dans la mer, etc. Et tout ce qui justifie le fait que les glaces fondent et je sais pas quelle autre connerie. On a pollué la planète, on l'a pollué, ça c'est une certitude, mais ça n'a rien à voir avec le changement climatique, absolument pas. La Terre, dans tout temps, elle a fait des fluctuations de température dans différents, quasiment sur tous les continents, par période de 50 ans, 100 ans, 200 ans. Il y a eu une ère glaciaire en Europe il y a à peu près 500 ans, je crois 500, 600 ans. Des froids monumentaux qu'on n'avait jamais connus. Puis ensuite, il y a eu des périodes de chaleur où les hivers étaient moins marqués, etc. Eh ben, on est exactement là-dedans, c'est la même chose. Et le parallèle, c'est au niveau de l'évolution. Les gens, ils disent l'évolution. Microbes, reptiles, je dis un peu n'importe quoi, mais reptiles, singes, humains. Voilà, évolution, machin, d'une espèce à une autre. Or, c'est faux. On sait que d'une espèce à une autre, il n'y a aucune preuve et c'est impossible. On ne peut pas. L'évolution ne peut pas exister entre une espèce, on ne peut pas passer d'une espèce à une autre. Totalement différente, c'est impossible. Ou même pas totalement différente, mais on ne peut pas passer d'une espèce à une autre tout court, c'est tout. Par contre, dans la même espèce, la même espèce évolue avec le temps, en fonction de son milieu, en fonction de sa nourriture, en fonction de ses prédateurs, etc. Avec le temps, elle évolue, elle est plus petite, plus grosse, moins grande, mais elle ne change pas d'espèce, c'est la même, elle évolue. C'est pas plus que ça. Et les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et le changement climatique qu'ils nous annoncent, c'est le même que l'évolution d'une espèce donc intraspécifique avec le temps et son contexte naturel, etc. On est en plein dedans. Et les gens font l'amalgame où on les laisse faire cet amalgame, on les plonge dans une espèce d'incompréhension pour que le flou permet de noyer le poisson et ça marche. Le poisson qui marche d'ailleurs, qui sort, ça c'est l'évolution, il fait des pattes, il a décidé de faire des pattes à un moment, ensuite il s'est décidé, tiens je vais marcher un peu, voir un peu ce qui se passe dehors, puis après une fois qu'il est dehors, il se dit je vais grimper à l'arbre tant qu'à faire, etc., etc. Donc on est dans un délire total. Mais ça passe. Par contre, si on remet en cause ça va pas du tout. On est dégénéré. Moi je sais pas lequel est dégénéré, celui qui croit que toutes ces bestioles elles ont changé. Et on a beau allonger le temps, je veux dire, ça changera rien. Vous pouvez allonger le temps tant que vous voulez. Le hasard fera jamais ce genre d'aberration. Il faut des milliards de probabilités qui arrivent toujours de la même manière pour créer un seul être vivant complet, des milliards. Donc j'arrive pas à donner une idée du chiffre que ça peut être. Pour que ça crée un être vivant complet, le plus petit, un petit truc tout basique, il en faut des milliards. Mais multiplié à toutes les espèces qui existent sur cette planète, et à chaque fois, et partout sur cette planète, à différents endroits, que ce soit végétal, animal, et tout ce que vous voulez, mais c'est impossible. Le hasard fait pas bien les choses. C'est quelqu'un qui fait ça sciemment. Quand on mange une succession de hasards tout le temps, qui fait toujours bien la même chose, c'est pas le hasard. Ça s'appelle Dieu. Mais vous pouvez l'appeler le hasard si vous voulez. Je rigole, mais je suis fatigué de devoir parler de ça et je pense qu'on est tous fatigués, ceux qui s'expriment là-dessus, sur le sujet, parce que c'est tout le temps la même chose. Mais s'ils comprennent pas ça, c'est pour ça que, et c'est la base, ça, si on comprend pas ce genre de fumisterie gigantesque qui existe depuis, avec ça, et puis maintenant le réchauffement climatique, mais avec ça, c'est normal et c'est voulu que tous les autres mensonges y passent. C'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est la pièce étalon. C'est lui qui fait le passage. À partir du moment où vous croyez une aberration telle que celle de l'évolution, telle qu'on nous la présente, tout passera. Tout. Il n'y a plus rien que votre cerveau va refuser ou va juste se dire ah tiens c'est quoi ça, non allez un cutter. Un mec qui sait pas piloter un avion, il l'a piqué et il est rentré dans le pays le plus surveillé au monde sans savoir piloter. Dans un petit espace tout serré, boum, il a éclaté et les tours elles sont écroulées. Ah ouais, ça marche, ouais. Ah non, mais c'est magnifique. Hein. Tout passe, il n'y a pas de problème. Donc le coronavirus, c'est du gâteau, c'est rien. Là, si jamais un jour, et je sais pas si ce projet existera vraiment un jour ou l'autre, c'est le projet Bluebeam, je crois qu'on dit comme ça. Moi, j'y crois pas 2 secondes. Alors, c'est dans les théories, il y en a plein de trucs. J'y crois pas trop. Faire des hologrammes avec les extraterrestres qui vont apparaître, avec je sais pas quoi d'autre, ils vont illuminer le ciel, etc. Enfin, je sais plus quel délire ils ont avec ça, mais ça, pour moi, j'y crois pas du tout. Mais si jamais, par contre, c'est ça, les trucs, c'est si jamais ils y arrivent à le faire, les gens vont gober, mais d'une force. Ils seront prêts, ils sont déjà prêts. Ils le feront demain que ça marcherait. Ah ouais, on a vu des aliens. Vraiment, ils viendront. On leur mettra un hologramme d'alien qui viendrait, ou même Napoléon. Il fera apparaître Napoléon ou Hitler qui arriverait et qui parlerait avec des hologrammes. Les gens le suivraient. Ils diraient oui, il est arrivé, il est revenu des morts. Je sais pas, hein, il serait capable. Mais tout ça pour dire que les mensonges étalons, ceux qui ont permis
Ils ont été créés pour permettre ensuite toute la mythologie de passé qui était prévue d'ailleurs, qui devait passer. Donc le darwinisme, magnifique, le meilleur des mensonges. Et ensuite les réchauffements climatiques maintenant. Ouais, le travail il est déjà fait, ça passe. Mais c'est pareil, c'est faux de dire que la Terre est en train de faire un réchauffement climatique. Ils pensent, parce que c'est des gens vraiment, ceux qui pensent au réchauffement climatique, 99%, ils sont darwinistes, darwiniens, ce que vous voulez comme terme. Ils valident ça. Et souvent, à 99% aussi, je laisse toujours une petite marge, ils ne sont pas croyants en une divinité qui a tout créé, clairement. Alors, c'est leur choix. Et d'ailleurs, c'est cohérent, sinon on croit en Dieu, mais on croit au darwinisme, on a une contradiction qui est pas valable. Donc clairement, si on est darwiniste, on peut pas croire en Dieu. Donc pour moi, ils ne croient pas en Dieu. Et donc ceux qui ne croient pas en Dieu, forcément, ils vont croire que la nature est manipulable à souhait, comme on le souhaite, sans aucune possibilité de combattre les gens qui la manipuleraient. Alors c'est faux. Le Créateur, il n'a pas donné les clés de la maison, de sa création aux pires crapules de cette planète. Absolument pas. Il leur a donné un pouvoir d'agir jusqu'à un certain point. Et ce certain point, c'est là où le piège réside pour eux. C'est là où ils vont rentrer dans le goulot le plus étroit, où ils vont plus pouvoir en sortir. Et on va leur envoyer dans la gueule leur mensonge. Mais il sera violent ce retour. Mais il va arriver. Je sais pas quand, mais c'est une certitude. Et c'est la seule chose dont je suis sûr et certain à 100%, c'est qu'ils vont se prendre un mur dans la gueule. Et je le souhaite le plus violent possible et le plus spectaculaire possible pour la paix dans le monde. Et ça va arriver. Est-ce qu'on sera vivant quand ça arrivera? C'est la question qui reste posée. En tout cas, toujours est-il que cette escroquerie de réchauffement climatique, en 2 minutes de réflexion, on comprend tout de suite que c'est une fumisterie. Et juste pour info, ils jouent toujours, pour enfumer les gens avec ça, ils jouent toujours sur le temps, l'étalement du temps, puisque rien n'est vérifiable quand on dit il y a 3000 ans, 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans. Qui peut vérifier? C'est que des suppositions, dans tous les domaines d'ailleurs. C'est que des suppositions, donc ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Ils se basent là-dessus en plus pour ensuite construire leur théorie et dire qu'aujourd'hui, bah voilà, ça s'est passé comme ça, il y a ça, maintenant, c'est comme ça. Et donc on va arriver là. Ils tirent des conclusions sur un truc qui est aléatoire et hypothétique. C'est très scientifique. C'est du double randomisé, double aveugle, fan de corps rotative et aile de pigeon brisée. C'est magnifique. C'est surtout du vent sur du vent, empilé sur un tas de conneries, enfoncé sous le sable de la médiocrité. Moi, je trouve ça. Mais si on accepte ça, je veux dire, si on valide ça sans chercher plus à comprendre, on mérite le sort qu'il nous réserve, c'est-à-dire piquage de force, double piquage de Covid toute la journée, pendant 15 jours, tous les jours, double piqûre de Covid. Comme ça, à la fin, il y aura des pattes qui vont pousser, des ailes également, un bec, des écailles. Bill Gates va vous vacciner, il sera content. Il va vous vendre des vaccins Windows. C'est la fenêtre de l'enfer qui va s'ouvrir avec ces vaccins Windows. C'est pas le progrès et la protection qui vous assure. Il protège quoi? Les virus, c'est le spécialiste des virus sur sa création Windows, enfin sa création entre guillemets. Il n'y a que des virus qui circulent sur Windows, donc forcément, lui, qu'est-ce qu'il peut faire à part propager des virus dans la vraie vie? Il s'est entraîné dans l'informatique, dans le virtuel, mais maintenant qu'il a tout compris, il a tout géré, il crée les virus, puis ils vendent les antivirus également. Faut juste le savoir. C'est ça qui est génial. Donc il fait la même chose maintenant. Ses acolytes ont diffusé leur putain. Alors, je veux pas dire le mot, je retiens mes mots. Leur virus, coronavirus dans le monde entier, et lui il arrive avec son vaccin. Voilà, il fait la même chose sur Windows, mais il le fait dans la vraie vie. La fenêtre du monde, elle est désormais pour celle de Bill Gates et ses associés. À vous d'être intelligent, de ne pas avaler tout ce qu'on vous dit et de vous faire culpabiliser sur quelque chose que vous n'avez jamais fait, ni de près ni de loin. Donc ils inventent des choses et puis vous les mettent sur le dos. Soyez juste vigilants avec ça. Sur ce, je vais m'en arrêter là, je pense que j'ai assez parlé. Et puis voilà, j'essaierai de faire un live courant, un vrai live cette fois-ci, c'est-à-dire je me mettrai en live et je parlerai avec les gens. Donc ce sera pas un FAQ mais une discussion, j'espère la faire courant août, je sais pas quand. Dès que j'ai un moment, je peux me poser, que j'arriverai à parler sans être trop dérangé, je ferai ça, je pense qu'à la mi-août. Et je vous informerai au fur et à mesure, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Je vous souhaite à tous le meilleur, la paix, la prospérité, donc à très bientôt j'espère.